disais aujourd'hui, 25 députés nationaux vont présenter leurs amendements sur la loi électorale présentée par le groupe des 13. Il y a eu au premier jour un très grand débat, un débat de qualité où d'ailleurs je félicite le député Daniel Mbao, un jeune intelligent, comme pas possible. Ça prouve que c'est quelqu'un qui a lu la loi, qui a cerné et a compris en sa manière ce que disaient ces textes de loi proposés par le groupe des 13 et a fait de manière intelligente ces recommandations où il estimait que la loi n'était pas bien articulée. Daniel Mbao, comme un avocat, un jeune très intelligent. En tout cas, félicitations, honorable. Je vous ai suivi le jour-là avec beaucoup d'attention. Et je veux aussi que nos internautes puissent suivre l'intervention de l'honorable Daniel Mbao. Oui, honorable. Je l'appelle honorable parce qu'à mon sens, il le mérite. On le suit. Honorable député, chers collègues, au-delà de la beauté dans l'articulation de ces textes, je remarque évidemment que ces textes renferment des innovations inopportunes et des spécificités illusoires qui nécessitent d'être progressivement évacuées et pour des justifications que je vais devoir développer. Au nombre des innovations importantes, c'est un texte important. Honorable Président, je soutiens la suppression, comme les rédacteurs l'ont proposé, du seuil, par son remplacement par la condition de recevabilité de liste au prorata de 60%, soit 300 sièges sur les 500. Je vais en donner la justification. Pourquoi je soutiens? Parce que les architectes du seuil n'ont pas atteint l'objectif pour lequel ils ont aménagé le seuil. Tenez, collègues, l'objectif du seuil, c'était de réduire substantiellement le nombre de candidatures fantaisistes qui tournaient le jeu électoral en dérision. Mais fort malheureusement, à l'issue des élections, il y a eu une régression infime des candidatures. En 2011, la CENI a enregistré 18 864 candidatures. En 2018, la CENI a enregistré 15 355 candidatures, soit une infime réduction de 18,6%. À ce point-là, on va dire que le seuil a échoué. Le seuil a encore échoué à quel niveau? J'ai été avocat à la Cour constitutionnelle. Le seuil a posé un problème dans le contentieux d'attribution de sièges. L'état actuel de la législation en droit positif congolais indique qu'il n'existe pas de juge du seuil. De sorte que la question du seuil est laissée au seul apanage du président de la CENI et des membres de la plénière qui décident que tel regroupement a atteint, tel autre n'a pas atteint. Et les partis qui se sont prétendus, ou qui ont prétendu, on va dire, avoir été offensés par la décision de la CENI, n'ont pas eu des argumentaires solides appuyés sur la loi pour justifier l'atteinte du seuil. Et conséquence, la Cour a rendu même des arrêts démocraticides. On a vu des regroupements comme Rassop, Zaïre, obtenir des sièges, alors que ces regroupements n'avaient pas atteint le seuil. Au nombre des innovations, en contrario, inopportunes, Monsieur le Président, honorable député, chers collègues, il y a la question du mode de scrutin. L'honorable Boris Mboukou l'a dit ici. Faisons très attention, cette question est piège. Le mode de scrutin surdétermine les types de représentations politiques que nous souhaitons.
Le mode de scrutin a le privilège d'exercer même une influence notable sur les résultats des élections. Parce que son choix est toujours dicté par un objectif politique poursuivi à l'avance. Si vous choisissez un mode de scrutin suicidaire, la conséquence est qu'à la prochaine législature, nous allons vider 95% de nos collègues. Parce que nous avons mal opéré le choix du mode de scrutin. Le mode de scrutin qui est proposé ici, c'est un mode de scrutin qui favorise les candidats et non les listes. Ils ont dit que c'est un système majoritaire simple. Attention, ce n'est pas le majoritaire classique qui est usité en Grande-Bretagne ou aux États-Unis d'Amérique. Encore une minute, simple. Encore une minute. Ça va. Ouais, une minute. Je voulais dire ceci. Le scrutin proportionnel, par contre, qui veut être rejeté, assure trois choses. L'équité, la représentativité et la diversité politique. Si nous avons le scrutin majoritaire, nous allons tuer nos partis politiques, nous allons favoriser des individus et nous aurons une majorité hétéroclite et tangente. Une majorité qui sera frappée par la transhumance politique. Alors que nous avons besoin de grands groupes homogènes au niveau de la représentation nationale. Et un élément important, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, dans l'écriture même de l'article 118, il y a un problème. Les collègues ont mal posé les postulats. Je m'arrête là. Le premier alinéa, lisez bien, il contredit le deuxième alinéa. Et le deuxième alinéa entre en conflit avec le troisième alinéa. Qu'est-ce qu'ils disent, les collègues? Ils disent que le député, le candidat qui est élu, il est élu au scrutin uninominal, majoritaire uninominal simple. Et au deuxième alinéa, ils disent que les sièges sont attribués en fonction de l'ordre croissant des candidats. Or, le scrutin uninominal, ce n'est pas un scrutin qui convoque la compétition, une compétition ouverte. Ce sont des scrutins qui se cristallisent dans des petites unités. Encore une minute, ok. Allez. Chers collègues, nous nous tuons. Pourquoi nous nous tuons? Les collègues disent que c'est un scrutin majoritaire uninominal. Mais comment dans une circonscription comme le Mot-Amba, où vous avez 11 candidats, et chaque parti, je donne un exemple, où nous sommes à Loubert, où il y a plusieurs candidats, et qu'un parti politique ne puisse présenter qu'un seul candidat. Ça veut dire que c'est un scrutin qui va commencer à attribuer des sièges sur appréciation de tête. L'UDPS un siège, MLC un siège, et quel siège encore, jusqu'à ce que vous allez vider le nombre de partis en compétition. Donc, que les collègues revoient l'articulation. Et même c'est encore plus liberticide lorsque vous allez au troisième alinéa. Ils disent que l'indépendant qui gagne, il doit avoir obtenu un quart des sièges. Comment il va obtenir un quart de sièges? C'est discriminatoire. Alors déjà que la problématique du quota des listes au prorata de 60% les met en difficulté. Donc, essayons d'ouvrir les yeux, je vais atterrir là. Ce mode de scrutin, il favorise les gagnants. Alors que nous voulons un mode de scrutin où les gagnants ne gagnent pas tout et les perdants ne perdent pas tout. Nous voulons un mode de scrutin qui nous propose un type de représentation multicolore, où il n'y a pas de la tribalisation, où il n'y a pas de la partisanerie, où il n'y a pas du sectarisme vorace, nous avons dit. Voilà, ça va se poursuivre aujourd'hui. Et avec, nous souhaitons que les débats soient enrichis avec des raisonnements comme celui de Daniel Mbao. Il nous réfléchit. Son cerveau tourne. Et à une vitesse normale. C'est bien ventilé. Encore félicitations. Hein? Nous voulons que les politiciens aussi nous fournissent ces genres, des raisonnements d'une très bonne qualité. Vraiment là, ça m'engage. Hein?
ça m'engage. Il a bien articulé ses pensées et ses mots. C'était très bien. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Ngoïka Sanji, l'ancien gouverneur du Kasaï oriental, a énuméré quelques soucis dans la loi électorale telle que proposée par le groupe des 13. Pour lui, il y a une dose de discrimination quand il refuse que le candidat choisit son suppléant. Alors, on suit un peu, parce que vous savez que Ngoïka Sanji est dans ce cas. Il a été élu député provincial et député national. Et voilà, et à la députation provinciale, il y a, je crois, sa fille. Il a été aussi élu gouverneur et sénateur, apparemment. Oui, apparemment. Il était aussi élu sénateur et ça doit être son épouse qui est là. Mais il est contre. Il est contre la proposition du groupe des 13 qui veut que le parti désigne un suppléant. Mais Ngoïka Sanji n'est pas pour. On l'écoute. Tout en saluant la pertinence du travail fait, nous avons souhaité à ce qu'on veille que certaines dispositions n'énervent pas les dispositions constitutionnelles. Donc, dans cette proposition de loi, il y a certaines dispositions qui portent atteinte à la liberté des citoyens, au scrutin secret de vote et à la liberté des choix, mais aussi au choix des suppléants, donc des mesures discriminatoires que la Constitution interdit. Donc là, j'ai vu que les collègues ont dit qu'on ne peut pas aligner les suppléants qui sont membres des familles jusqu'au 2e décret, ainsi de suite. Mais si vous interdisez aux membres des familles d'être suppléants, mais pourquoi ils sont alors candidats? S'ils sont candidats, ils doivent être aussi des suppléants. La Constitution dit, dans l'article 13, dit qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un en raison de son appartenance familiale. Donc même une loi, la Constitution dit une loi ne peut pas interdire quelqu'un, le discriminer en raison de son appartenance familiale, religieuse, etc. Donc on lise l'article 13. La problématique de la corruption pendant la campagne électorale. Dire qu'on ne peut pas donner quoi que ce soit, vous ne pouvez même pas être autour d'une dame Jeanne pour partager du vin, ainsi de suite. Mais non, nous avons les coutumes chez nous, où pour accéder au pouvoir coutumier, vous devez prouver que vous avez donné. Est-ce que le fait de donner, c'est une corruption? Et il y a même un clan qui doit attester qu'il a droit d'accéder au pouvoir parce qu'il a donné. Quand vous donnez, il doit y avoir des témoins. Des témoins qui attestent que oui, il a donné, il a droit d'accéder au pouvoir, de prendre le pouvoir. Alors, ce sont nos habitudes. Qu'on me dise, dans le monde occidental, les millions et les millions d'argent qu'on dépense. Même Daniel Safou, lui aussi, n'était pas pour cette proposition. Pour lui, le suppléant qui vient du parti tente toujours à remplacer les députés, peu importe la voie prise, peu importe les chemins empruntés, peu importe le moyen utilisé. Et pour Daniel Safou, c'était important que le candidat s'est choisi son suppléant. Je reviens, Président. L'histoire nous apprend qu'il fut une période où les députés pourraient mourir un après l'autre. Ça, je suis au niveau de l'historicité. Ici, je fais allusion, n'est-ce pas, là où, n'est-ce pas, la loi intervient par rapport au premier suppléant. Il y a mon cher aîné qui a parlé de la moralisation de la classe politique, mais nous devons nous poser la question, pourquoi cela est arrivé? Que chacun de nous, évidemment je ne suis pas de cette catégorie-là,
Mon premier suppléant, c'est un professeur. Mais nous avons des accointances linguistiques. Ce n'est pas du genre de personnes qui peuvent, n'est-ce pas, me poser des problèmes. Monsieur le Président, l'historicité est claire. À chaque fois qu'un député s'est choisi un premier suppléant, il se pose des problèmes. On a enterré beaucoup de députés dans ce pays. C'est comme ça qu'on a demandé aux députés. Une fois que vous êtes candidat, tu peux prendre ton fils, tu peux prendre ta femme, cela garantit ta vie. Nous ne sommes pas encore atteints les niveaux qu'a atteint les autres, la maturité politique. Donc moi je pense, l'aspect qui sous-tend que les partis doivent choisir un premier suppléant, c'est un caractère qui frise la mort. Ça veut dire en tout moment, le premier suppléant qui a envie, n'est-ce pas, de prendre ta place, pourra, n'est-ce pas, jongler quelque chose dans ton verre, dans ton repas, dans beaucoup de choses. Donc je crois que nous devons maintenir cet aspect. Le député lui-même peut se choisir son premier suppléant pour sa sécurité. Ça n'est fini, mesdames, messieurs, pour ces nouveaux numéros de ma chronique. Merci pour votre attention soutenue. Merci à Fabrice Ndekani qui nous a filmé et à Joseph Yanni Bokoumon. Au revoir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi.